Bonjour à vous, mesdames et messieurs. Vous êtes à Presse Éco, votre plateau hebdomadaire qui vous permet donc de revivre les faits marquants de la semaine au plan national et international avec bien sûr nos chroniqueurs. Aujourd'hui, nous avons 3 sujets au plan national. On commencera par cette polémique ou disons cette affaire de police islamique, au niveau sécurité islamique plutôt, au niveau de Pouitenga qui a fait en tout cas beaucoup de tollé. On va en parler avec nos chroniqueurs. Nous parlerons également du procès push qui se déroule en ce moment avec encore un incident majeur, le dépôt donc des avocats de la défense dans ce dossier-là. Et puis on va terminer au plan national avec cette audience d'extradition de François Compaoré à Paris. L'audience en tout cas a été remis en délibéré pour le 3 juin prochain pour le verdict. Et puis au plan international, on va parler de la candidature de Saïf Islam Kadhafi, le fils donc de Kadhafi, qui est candidat dans son pays pour donc remplacer peut-être disons le père. Alors on va donc évoquer ce sujet-là avec les différents chroniqueurs qui sont des visages bien connus de vous. Ali Mamadou Compaoré, journaliste à la RTV Télévision Nationale. Merci Mamadou Ali Compaoré d'être sur ce plateau. Et puis Bilgo Lionel, il est donc directeur de publication de l'analyse, il est également directeur Afrique de Téménis Média. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci. Et puis Évariste Konsebo, chroniqueur média, président de l'association Le Sec des Veilles, qui est une association de défense de droits, également directeur de publication du journal appartenant à l'association, donc le journal Sec des Veilles. Merci Évariste d'être sur ce plateau. Et puis enfin, Ilboudo, André-Eugène Ilboudo, voilà, André-Eugène Ilboudo, j'y arrive. Il est donc directeur de la radio des écoles. Merci d'être sur ce plateau. Donc à vous tous, merci d'être venus. On va donc commencer avec cette affaire qui a fait beaucoup parler. Il s'agit de cette affaire de sécurité islamique. Disons que c'est parti d'une association, donc une association musulmane, donc qui dans le cadre d'une activité, donc d'une manifestation, a organisé un service d'ordre. Donc l'image sur les réseaux sociaux a enflé les réseaux sociaux. Et puis par la suite, le gouvernement, en sa session dernière du Conseil des ministres, suite donc aux actes posés par le haut commissaire donc, de la province de Kouritenga, a donc agréé la dissolution de cette association. Alors, sur la procédure de la dissolution, et puis bien de choses, alors je vais donner la parole à Bilgo. Bilgo, parce que l'analyse a parlé de faire attention à la chasse aux sorcières. De quoi s'agit-il précisément dans ce sujet-là? Non, c'est juste pour dire que on voit comment l'affaire est partie en fait des réseaux sociaux. Il y a 3 volets qu'il faut regarder dans cette affaire. Premièrement, la réaction du gouvernement. Et d'où est partie justement cette affaire? Des réseaux sociaux. Ensuite, une réaction que beaucoup de personnes estiment surexagérée, surjouée par rapport même à ce qui a été dit dans les réseaux sociaux. Puis deuxièmement, l'affaire qui est quand même assez sensible puisque ça touche à la foi et à la religion d'un certain nombre de Burkinabés devrait être traitée de façon beaucoup plus posée, plus discret que ça ne l'a été. Donc, dire qu'il faut faire attention à la chasse aux sorcières, c'est-à-dire tout simplement qu'il faut regarder cette situation dans sa globalité. Après coup, on se rend compte que c'était une question de service d'ordre pour protéger les lieux de culte et voire même les événements. Je suis catholique, mais je rappelle que dans l'église catholique, vous avez les services d'ordre. Et puis, il y a certains mouvements comme les scouts, par exemple, qui portent quand même des tenues bariolées, etc., avec des écharpes identifiables. Et donc, l'amalgame est vite fait. Ensuite, c'est le droit de l'État et aussi de la population de se sentir protégée lorsqu'il y a ce genre de fuite d'informations. Mais je pense que dans la démarche, il aurait fallu peut-être s'adresser à des instances appartenant au monde musulman, parce que la religion musulmane quand même est assez structurée dans notre pays. On sait qu'il y a des entités et des instances, quand on sait aussi que certaines instances avaient déjà porté voix et même donné des éclaircissements. Maintenant, la Fédération des associations islamiques a fait un communiqué. Un communiqué qui donnait beaucoup plus de détails d'ailleurs sur cette espèce de sécurité islamique. Et puis, on se rend compte que ce n'était qu'une association pour protéger. Malheureusement, le gouvernement avait peut-être dégainé, trop tôt dégainé, et il fallait tirer. Et Valis, moi, je suis un peu étonné par rapport à ce que dit M. Bilbo, parce qu'on a reçu, si ce qu'il dit effectivement était vrai et fondé, on n'aurait rien trouvé à redire. Hein. Mais là, ce qui est un peu inquiétant, c'est qu'on a eu les aveux même du maire même de la localité, qui dit qu'il y avait des signes avant-coureurs.
de ce que, en fait, ce groupuscule était organisé et qu'ils dispensaient même dans leur école des formations militaires assez poussées. Ça, c'est le maire qui l'a dit. Hein. Et lui de dire que lui, il n'est pas surpris. Et c'est ça qui vient vraiment étonner plus d'un. 2 ans après, c'est maintenant que le maire sort pour dire ça. Mais n'empêche que la réalité, quand même, est là. Non, mais sauf que, juste pour compléter ce que dit Évariste, personne ne condamne le fait qu'il faille réagir. Ce qu'on condamne, c'est la manière de réagir et le moment où on réagit. Si le maire dit que ça ne le surprend pas et qu'il donnait des formations militaires, c'est bizarre que ce ne soit pas le maire qui ait alerté le gouvernement, que ce soit les réseaux sociaux. C'est là que c'est grave quand même. Il faut anticiper et ne pas laisser que quand la presse, les médias ou les réseaux sociaux mettent quelque chose sur le feu, qu'on court en fait pour faire semblant de réagir. Parce que là, le terme même de sécurité islamique, vraiment méconnu, non seulement de l'association, mais vraiment de l'environnement. C'est des réseaux sociaux, par exemple, que cette terminologie-là est venue. Non seulement cela, mais aussi, comparaison n'est pas raison. Mais eux-mêmes, ils ont dit que les tenues, ils l'ont importé du Nigeria, que ça existait au Togo. Donc, c'est pas une question d'amalgame, mais les gens, quand même, quand ils font des liens, il y a quand même de quoi s'inquiéter. Mais moi, je trouve que par rapport à la réaction, moi, je dois le dire ici, à la décharge du gouvernement, c'est la première fois depuis que M. Roch-Marc Christian est élu, le gouvernement arrive à prendre une décision assez ferme et claire. Alors, mais justement, sur cette question, je crois que Bilgo, il parle aussi des formes. On sait que la dissolution d'une association passe par des étapes, bien entendu. Alors, dans le cas précis, le gouvernement n'a vraiment pas pris des démarches qui soient légales. Et ensuite aussi, il y en a qui font donc l'analogie avec les Kolwego, qui sont aussi dans des activités qui n'ont rien à voir avec peut-être c'est vrai que si vous vous rappelez un peu le communiqué du gouvernement, enfin des 2 ministres, administration territoriale et sécurité, qui disaient suivre un peu la situation, c'était quand même un communiqué assez vague. Parce que c'est vrai qu'ils sont revenus plus tard pour dire que les questions, par exemple, d'accompagnement, de sécurisation des populations étaient réglementées. Mais il faut une confusion avec la police de proximité qui n'a rien à voir. Parce que c'est vrai que les Kolwego semblerait dire qu'ils ont des récépissés, même là-dessus on en a débattu, mais quand on regarde un peu ce qu'on a développé dans la notion de police de proximité, c'est plutôt le volet environnemental, genre essayer d'accompagner un peu, éviter les feux de brousse et autres tout, ce n'est pas tout ce qui est procédure judiciaire et autres tout qu'on leur a attribué. Bon, maintenant, il y a une confusion qui est là et qui fait que peut-être que le gouvernement, bien sûr, qui est au courant de cette confusion, était mal à l'aise pour un peu... bon, de toute façon, ils ont donné 6 mois pour que tous ces groupes-là se conforment à la loi. Maintenant, on verra effectivement. Ce qui fait un peu désordre, c'est le silence total en ce qui concerne les Kolwego, parce que je pense c'est à peu près la même chose. Sauf qu'il n'y a pas la connotation religieuse. Alors, André Jeanne Ilboudo, sur la démarche du gouvernement qui n'est pas une démarche suffisamment bien acceptée de ceux qui se considèrent aujourd'hui victimes d'avoir leur association dissoute de cette façon, sur la base de ce qui a été dit sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'aujourd'hui au Burkina, les réseaux sociaux peuvent être un problème quand le gouvernement s'appuie sur ces réseaux-là pour réagir? Ben, écoutez, les réseaux sociaux, sont arrivés à un moment donné où ils font l'opinion. Vous savez, le drame ou bien le bien des réseaux sociaux, c'est qu'un kidam qui mange son porc au four dans un hangar perdu peut discuter à tête avec un agrégé d'une solution, avec un prix Nobel. C'est ça le drame des réseaux sociaux. Ça veut dire que quelqu'un qui n'a même pas de niveau peut mettre à mal, il peut discréditer quelqu'un. Mais cela dit, je voudrais dire que pour ce cas, les mots ne sont pas neutres. Quelqu'un avait dit que les mots sont sources de malentendus. Quand je regarde, quand on me dit sécurité islamique, vous avez 2 mots juxtaposés qui vont faire peur aux gens. Si on avait dit un service d'ordre musulman, je crois qu'il y aurait eu moins. Mais en réalité, le mot sécurité islamique n'existe nulle part, ni dans le titre de l'association. C'est dans les réseaux sociaux, effectivement, que ça a été créé. C'est ça qu'il faut regarder. Ça veut dire que ce sont les mots qui ne sont pas neutres qui créent des problèmes aux gens. Parce que, et puis quand on a vu les images circuler, et Lionel disait bien sûr que, par exemple, il est catholique. Au niveau effectivement des catholiques, on a un service d'ordre. Avec des banderoles. Avec des banderoles. Les gens ne sont pas habillés comme des militaires. Les gens ne sont pas habillés avec des rangers. Les gens ne font pas des pompes, ils ne s'entraînent pas, etc., etc. Et il faut voir l'environnement aujourd'hui. Vous avez des problèmes avec des attaques terroristes. Malheureusement, beaucoup de gens font la confusion avec l'islam, ce qui n'est pas tout à fait vrai.
qui n'est pas vrai. Mais c'est cet environnement-là qui fait que une information comme ça qui arrive, les gens écarquillent les yeux et qu'ils regardent. Et le gouvernement aussi doit écarquiller les yeux ou doit se mettre à aller à la preuve? Je suis d'accord quand Évariste dit, le gouvernement doit prendre des mesures, il doit agir. Moi, je n'ai pas de problème avec les gens qui agissent. Moi, je préfère quelqu'un qui agit et qui se trompe que quelqu'un qui n'agit pas. Parce que si le gouvernement laisse faire, dans 1 mois, dans 2 mois, malheureusement, si quelque chose même arrivait, même qui n'est pas exécuté par la sécurité islamique de Pouitenga, mais les gens là vont dire, mais voilà un gouvernement qui est là et qui ne fait rien. Moi, je préfère que le gouvernement dise, écoutez, on va arrêter, on va regarder, et on va regarder comment ça se passe. Mais encore une fois, aujourd'hui, ça émeut beaucoup les gens, parce qu'il y a pas 1 mois, on a eu des attentats ici, où des gens se sont réclamés du djihad. Malheureusement, aujourd'hui, le djihad, même si l'amalgame est fait, mais ce ne sont pas les catholiques qui prônent le djihad, ce ne sont pas les protestants qui prônent le djihad, ce n'est pas la religion traditionnelle, et on ne prône pas le djihad au nom des catholiques, on ne prône pas le djihad au nom des protestants, on ne prône pas le djihad au nom de la religion traditionnelle. Malheureusement, les gens salissent une religion qui n'a rien à voir, parce que c'est une religion de paix. Donc, je vais dire, c'est tout cet environnement qui fait que les gens sont un petit peu frileux. Et si on ne comprend pas la chose comme ça, nous allons passer à côté de l'analyse. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne doit pas laisser, on ne doit pas... En fait, c'est comme s'il y a des gens qui allaient chercher le fouet en brousse et qui venaient donner au gouvernement pour qu'on les fouette. Et malheureusement, mais en même temps, ouais, justement, parlant de fouet, la tenue dont il est question, nulle part il est interdit de porter des tenues dans ce pays. L'association en question a présenté sa tenue au niveau des forces de défense qui ont agréé, qui ont accepté qu'elle les porte. Donc, c'est vraiment fait de façon en concertation avec les forces de sécurité. Mais en même temps aussi pour les fouets, on présente le cas des corleaux, parce que tout ça tourne autour du décret numéro 2016 1052 du 14 novembre 2016 portant définition des modalités de participation des populations à la mise en œuvre de la police de proximité sur les initiatives locales de sécurité. Mais quand on prend ce décret, ce que font les corps, c'est-à-dire les détentions, les amendes, les prisons, tout ça est en dehors des prérogatives de cette association. Encore une fois, j'ai dit, ce qu'il faut regarder, c'est comment les gens agissent et comment les gens se définissent. Et quand quelque chose est fait et qui n'est pas correct, le gouvernement a le devoir de mettre un holà là-dessus. Autant je suis pro-Korluego dans le fait qu'il protège les gens et que le gouvernement n'arrive pas à assurer la sécurité de tous les citoyens, autant je suis franchement contre avec les agissements des Korluego quand ils bafouent les droits des gens. Ça veut dire qu'ici aujourd'hui, je dirais, la religion musulmane a intérêt à avoir un service d'ordre pour savoir qui vient à la mosquée, qui sort de la mosquée, qui fait quoi dans la mosquée, et qu'il y ait des gens qui regardent, mais qu'ils le fassent dans une certaine règle qui ne prête pas à confusion. Quand vous avez par exemple les chrétiens, mais est-ce que jusque-là, la confusion entre les questions n'existe nulle part? Bien entendu, ce sont les réseaux sociaux, puisque la fédération a fait dépêcher une mission sur place, s'était renseignée, a même publié un communiqué où ils ont expliqué, et l'association date depuis 2012 malheureusement. Mais si vous regardez l'habillement de ceux qui ont fait l'action, vous avez vu comment ils sont habillés? Vous avez vu comment ils sont entraînés? Mais il n'y a pas de vidéo sur leur entraînement. Vraiment, je pense que quand même, il y a des forces de défense, de sécurité sur la place. Mais quelqu'un a dit, je termine là-dessus, quelqu'un a dit, et on a parlé du maire là. Les gens ont dit, c'est pourquoi je salue la prise de position du gouvernement. Parce que quelqu'un a dit effectivement, mais ça fait 2 ans, qu'ils sont en train de faire des rapports réguliers au gouvernement pour lui dire, attention à des choses qui se passent. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Mais effectivement, les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a concurrence des journalistes, mais bon. Allez, sur ce sujet, qui est un sujet beaucoup passionnant, mais en même temps aussi qui révèle certaines incohérences dans la démarche légale et aussi sur un certain nombre de questions qui sont interpellatrices, notamment les réseaux sociaux, etc. Écoutez, pour moi, ce qui se passe là, ce n'est pas un truc assez difficile. C'est encore la responsabilité de l'État qu'il est question dans cette affaire. Sur ce plateau, nous avons énormément parlé de la question des Korluego et des comités d'autodéfense. Et à l'époque, on avait dit, si on ne fait pas attention, chacun va créer son Korluego et ça va amener la chienlit.
Voilà une religion, pour ne pas la citer, l'islam. Ils s'organisent en service d'ordre pour sécuriser leurs lieux de culte, les mosquées et autres, parce qu'ils portent une tenue, un béret. Hop, on a tout juste fait de voir des djihadistes que si on ne fait pas attention, demain ils vont prendre une bombe pour aller se faire sauter. Je rappelle que dans certaines mosquées musulmanes, même si ce n'est pas ici, dans des lieux de culte musulmans, on a tué des gens. Donc ce n'est pas une affaire de religion, ce n'est pas une affaire de... c'est parce que c'est des musulmans, non. Maintenant, quand on regarde la réaction du gouvernement, c'est un gouvernement assez frileux parce qu'on a vu sur les réseaux sociaux, moi-même j'ai vu beaucoup sur les réseaux sociaux où on mettait un pont entre ce qui se passe au nom, on disait, ah si on ne laisse pas faire ces gens-là, demain matin c'est des djihadistes qu'on forme. Mais non, vous croyez que ceux qui viennent se faire sauter à Ouagadougou, ils sont en tenue? Mais monsieur, moi j'ai vu des images, ils n'étaient pas en tenue, ils étaient habillés comme vous et moi. Ils n'avaient pas de béret, rien du tout. Ils ont fait mal, c'est pas porter un béret. On dit ça vient du Nigeria, on fait allusion à Boko Haram. Ben, Boko Haram au Nigeria ne se promène pas à des bérets et tout, ils ont des armes et tout. Je crois que c'est un gouvernement assez peureux qui tremble à chaque fois quand il y a une rumeur qui prend les décisions à l'emporte-pièce, alors que cette situation, on devait la poser calmement. Moi, je suis contre les Kogoloro. Je l'ai dit ici, tout le monde connaît ma position par rapport aux Kogoloro. J'ai toujours dit de confier la sécurité de notre pays aux forces de l'ordre, c'est-à-dire la police, la gendarmerie et les militaires, les agents des eaux et forêts. On a dit non, les Kogoloro font des succès, donc de tout. Voilà des gens qui ont créé leur service d'ordre, ils se sont habillés selon leur boulot. On va pas moi, si je crée mon service d'ordre, on ne va pas m'imposer ma tenue. Si je veux être nu dans mon service d'ordre, je me mets nu. Je pense que le gouvernement... Ça, c'est interdit. Oui, bah voilà, mais d'accord. C'est pour dire... Les questions de tenue, oui, c'est pour dire que les questions de tenue sont réglementées dans le décret. Oui, mais ils ont déposé leur... Ils ont déposé leur tenue carrément devant les services qui ont agréé ça. Donc s'ils n'avaient pas appelé ça, ou bien si sur les réseaux sociaux on n'avait pas dit service de sécurité islamique, il n'y aurait pas eu de problème. Et Jeanne l'a si bien dit que les deux mots juxtaposés, en fait ce sont ces deux mots-là qui font problème. Si les gens avaient dit que c'était un service d'ordre pour sécuriser les lieux musulmans, même s'ils étaient en rangers et en tenue barioleux de combat, personne n'aurait à parler. D'accord, donc je pense qu'il faut que le gouvernement soit un peu sérieux quand il prend des décisions, parce que ces genres de décisions-là, ça met les communautés entre elles et c'est pas bon. Merci. Allez, alors, ce qu'il faut dire simplement, c'est que de fil en aiguille, il est clair qu'il ne s'agit pas d'une sécurité islamique. Il s'agit d'une association qui mène des activités, qui fait du service d'ordre, et que ce sont les réseaux sociaux. Le fond du problème, c'est vraiment les réseaux sociaux. Pour terminer dessus... Moi, pour terminer, juste rapidement, je pense que c'est un sujet assez grave et qu'il faut dépassionner. Le vivre ensemble au Burkina, c'est quelque chose de fondamental. Et je pense qu'il ne faut pas jeter en fait, l'opprobre sur une religion, une ethnie ou encore une catégorie de population du Burkina. Nous sommes tous burkinabés et la vigilance contre le terrorisme ou contre l'embrigadement des jeunes dans des actions contraires au vivre ensemble au Burkina appartient à tous les Burkinabés. Et ça, nous devons nous battre pour cela. Alors, je voudrais juste terminer sur la question des ports, de tenues, de bérets, etc. Dans le décret en question, il est dit que, en fait, les tenues sont interdits le port d'une tenue assimilable à celle des forces de défense et de sécurité, la position d'étendard, de fanion et d'emblème. C'est l'article 12 du décret de 2016 qui le dit. Ils étaient bien en kaki quand même. Oui, mais ça a été homologué par les forces de défense et de sécurité. On va avancer sur le prochain sujet, le prochain sujet qui est relatif donc au procès du push manqué donc du 17 septembre 2015. Alors le procès poursuit son cours, mais avec un incident majeur qui a eu lieu ce vendredi-là. L'incident porte sur, on va dire déjà la déportation. Pardon, le déport, pour ne pas faire de confusion, le déport donc des avocats de la défense, donc qui ont dû quitter la salle d'audience parce que ils posent leurs requêtes, non pas, ils avaient jusqu'à au moins 2 requêtes. D'abord, que les témoins donc du général Guinguéré, principal accusé dans ce procès-là, puissent participer, et que le parquet puisse les citer, ce qui a été refusé par le président donc, du tribunal. Les avocats sont revenus pour demander que 2 mois soient accordés donc, à la défense pour citer ces témoins-là pour la manifestation de la vérité, ce qui a été encore refusé. Et donc, les avocats ont décidé donc, de se déporter. Alors, Évariste, pensez-vous? Non, c'est un sentiment vraiment de tristesse, mais aussi d'incompréhension, parce qu'on a l'impression que
Il y a beaucoup d'incidents qui sont créés artificiellement, à dessein ou à tort ou pas. Quand on regarde notamment les écueils, du point de vue juridique, il y a plein d'écueils qu'on peut citer et qui donnent l'impression qu'on ne comprend pas, qui donnent l'impression qu'on verrouille quelque chose pour aller vers quelque chose, un résultat. N'oublions pas que ce soit les avocats ou les magistrats, ils ont la même formation de base. Ils ont la même formation de base, la maîtrise en droit. Et puis bon, Donc, nous sommes dans un environnement où tous les acteurs sont au même niveau. Donc, si on veut jouer, il faut jouer franc jeu. Sinon, de ce point de vue-là, le minimum d'honnêteté intellectuelle va certainement commander une certaine position, une attitude. Moi, je prends par exemple, le comble en fait a été justement le refus pour le parquet que les accusés citent les témoins. Je ne vois pas parce que les témoins jouent un rôle capital, surtout dans un projet comme celui-là où les peines sont tellement lourdes et qui touchent même à la vie des gens. Moi, je ne vois pas pourquoi est-ce que c'est carrément difficile, même si on se situe du point de vue du simple citoyen, on n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'on peut refuser que des témoins viennent comparaître. Moi, je n'arrive pas à le comprendre. Et on a l'impression qu'il y a des gens ou des partis qui n'ont pas intérêt à ce que toute la vérité soit dite ou qui ont alors intérêt à ce qu'une demi-vérité ou la leur soit peut-être dite. Et ça ne pourra pas se passer comme je l'ai dit, parce que, je l'ai dit ici, le procès va se faire, c'est vrai, dans un tribunal d'exception, mais il y a quand même le droit qui est là, il y a le fait aussi que les avocats soient là. Et ce sont ces difficultés. André Eugène Ilboudo, on recule en avançant ou on avance en reculant, comme on va dire dans ce procès. On n'avance pas du tout. On ne sait pas qui au juste, Évariste a tantôt dit, qui au juste ne veut pas qu'il y ait manifestation de la vérité. Un procès pénal, un procès qui est instruit à charge et à décharge, et on ne veut pas, par exemple, que les témoins comparaissent. Moi, encore une fois, j'ai dit, les avocats sont dans une position où ils jouent un rôle. Un avocat il est parti au procès. Écoutez quand ils parlent de leurs clients, ils disent nous. Ça veut dire que l'avocat même est impliqué avec son client. Et tout ce que l'avocat peut faire pour que son client s'en tire à bon compte, il va le faire. Est-ce que c'est légitime? Je n'en sais rien. Mais ce qu'ils font, c'est légal. Si les avocats pensent qu'en se déportant, on ne va pas juger leur client et qu'il ne va pas risquer sa tête, l'avocat va se déporter pour créer des problèmes au procès. Mais là, ils ne se sont pas déportés pour éviter qu'on juge les clients. Ils se sont déportés pour qu'on juge les clients selon des normes, des standards qui existent. Mais ce que je voulais dire, c'est seulement là où les avocats se cachent là. Peut-être que c'est là-bas que les gens logent. Là où ils veulent se cacher, là, c'est là-bas que les gens logent. On les voit venir. Ça veut dire tout ce qu'ils font, c'est créer tous les incidents possibles, d'abord pour discréditer le tribunal qui va poser. Et ils vont faire tout ça pour qu'on puisse dire le jugement s'est fait et ça ne s'est pas fait dans des règles régulières. Or, vous savez que le monde est interconnecté. Si vous arrivez à rendre un jugement qui n'est pas acceptable pour la communauté internationale, ça va vous suivre. Et les avocats, et je pense qu'il ne faut pas s'étonner de l'attitude des avocats. Mais est-ce qu'il fallait que les avocats se taisent et laissent faire pour ne pas tout simplement, j'allais dire, mettre la puce à l'oreille de la communauté internationale ou de la communauté du droit international? Ce que je veux dire, oui. Intervertissez les avocats. Prenez ceux qui défendent aujourd'hui et qu'ils deviennent la partie civile. Et prenez la partie civile pour qu'ils deviennent la fin. Là, vous allez avoir le même rôle et la même façon de faire. Comme Évariste l'a si bien dit, ils sont du monde. Chacun joue un rôle. C'est comme au théâtre. Si tu joues le rôle de majordome, tu joues le rôle du majordome. Le jour où on va te mettre le rôle du général, là, tu vas jouer le rôle du général. Donc ce que les avocats disent, moi ça ne m'étonne pas. Les gars, ce qu'ils font là, ça ne veut pas dire que c'est vrai. Et un avocat qui est dans une partie civile, comme quelqu'un l'a dit, moi je suis allé écouter une fois. Mais les avocats ont dit, un accusé là, il a le droit de mentir pour se sortir d'affaire. Il dit que c'est son droit le plus absolu de mentir. Il n'est pas tenu un accusé n'est pas tenu de dire la vérité. Oui, mais est-ce que quand l'avocat ou l'accusé a droit de mentir, oui, ça suppose que son mensonge doit être pris en compte jusqu'à ce qu'on demande que c'est du mensonge. Mais là, si on refuse même que le mensonge soit utilisé comme élément pour lui, comme moyen... Mais ce que je veux dire simplement, si l'accusé a le droit de mentir, et si l'avocat parle en nous, ça veut dire que l'avocat même a le droit de mentir pour protéger son client.
Donc, ce que l'avocat fait, je veux dire, il ne faut pas qu'on s'étonne. On est dans un processus où chacun joue son rôle. Si on ne comprend pas ça comme ça, les gens s'énervent pour rien. Et puis, disons, après, quand vous allez voir les avocats qui vont sortir là, ils se crêpent le chien là devant le tribunal là. Voyez-les dehors, comme ils s'amusent entre eux. D'accord, merci. Alors, Ali Compaoré, par rapport à cette question, on va revenir sur la lettre ouverte d'ailleurs que la défense a adressée au premier vice-président donc de la Cour de cassation. Mais bien avant, cette question des témoins du principal accusé. Vous savez, dans un procès, comme on dit que c'est à charge et à décharge. Donc, quand le principal accusé, c'est le général Djendjere, c'est lui qui était le chef du CND, c'est le principal accusé. Donc, quand il y a des gens contre lui qui le chargent, il a le droit d'amener des gens aussi, ses témoins à lui, pour essayer de se sortir d'affaires. On ne va pas en vouloir au général Djendjere pour cela, humainement parlant. Même selon le droit, il a le droit de faire appel à des avocats. Et ces avocats ont le droit de faire citer des gens pour témoigner. Et si on refuse que ces gens-là viennent témoigner, dans ce cas, pourquoi fait-on un procès? Il n'y a qu'à condamner le général Djendjere et le reste des accusés, et puis on s'en va. Parce qu'il faut rappeler, et quelqu'un l'a si bien dit ici, ces gens-là courent une peine difficile, une peine maximale. La peine de mort n'est pas encore abolie dans notre pays. À la fin de ce procès, quelqu'un pourrait se voir condamné à mourir. C'est pour cela que j'ai écouté une fois le maître Birba qui parlait sur cette chaîne. Il disait de faire attention que la recherche pour le procédural, ça profite à tout le monde, les accusés comme les plaignants. D'accord. Et même si les deux, les avocats et les juges, ont la même base de formation, ils ne sont pas dans le même rôle. Et puis je comprends pas pourquoi un juge peut recuser que quelqu'un fasse appel à un avocat dans un procès comme ça. Si c'est un procès mouta-mouta qu'on veut nous faire gober, qu'on le dise. D'ailleurs, le public n'est pas dupe, le public commence déjà à se désintéresser de ce simulacre de procès qui se tient actuellement. Alors Ali, Bilgo, sur cette question, on sait que le parquet, le juge, le président du tribunal a estimé que ce n'était pas au parquet de le faire et que c'était à la gendarmerie de le faire. Mais dans tous les cas, le conseil donc, du général Djendjere a suivi la procédure normale. Alors, le procès, les avocats se sont déportés. Le procès a continué toute la journée de vendredi et samedi également, en l'absence donc de la défense. Oui, ça peut poser un problème au niveau du crédit même de cette procédure à un moment donné. Moi, j'avais bien apprécié la posture en fait du tribunal quand ils accédaient au début, en tout cas, aux requêtes des avocats pour justement permettre à ce qu'on ne puisse pas venir salir le procès plus tard, notamment d'irrégularité. Mais là, en fait, ce qu'il faut se demander, on est en droit et les termes, deux fois, sont un peu techniques. Et d'ailleurs, c'est pour ça que quand Ali disait aujourd'hui que le public se désintéresse du procès, c'est pas parce qu'il juge, c'est pas parce que, de mon point de vue, en tout cas, c'est pas parce que le public juge que c'est un procès mouta-mouta, mais c'est parce que tout simplement, voilà, le public s'est rendu compte qu'on part sur un procès marathon. Il s'attendait à ce que ce soit un sprint. Malheureusement, ça commence à durer. Les gens ne vont plus laisser leur travail pour venir s'asseoir. Le public, la salle était remplie dès les premiers jours parce qu'on s'attendait qu'on dise telle personne est condamnée, voici les coupables, etc. Mais ils se sont rendus compte que le droit a ses raisons, que la raison de l'homme lui-même ignore parfois. Et c'est ce jeu de rôle-là qui se passe. Le doyen Eugène est bien gentil, il compare ça au théâtre, mais sauf qu'au théâtre, à la fin, le bandit et les héros sont applaudis en standing ovation par le public qui a bien aimé. Et là, dans le cadre d'un procès, il y aura des larmes, il y aura des déceptions par moment. D'accord. Alors, Évariste, très rapidement, sur le fait que le tribunal n'est pas suspendu en l'absence donc des avocats de la défense. Non, ça légalement, du point de vue, je pense que le tribunal a peut-être raison parce que quand les avocats se constituent, il y a une correspondance, c'est régulier, il y a quand même des règles administratives. Maintenant, ils ont quitté la salle. Bon, c'est vrai qu'à l'instant T où ils ont quitté, le tribunal n'avait pas eu connaissance d'une lettre ou une demande de Mais est-ce qu'un tribunal qui veut
un procès équitable, qui veut faire une bonne administration de la justice, même si les avocats n'ont pas déposé peut-être la lettre de déport. Est-ce que... Oui, j'ai cru comprendre que dans le cas d'espèce, il y a 2 avocats, Maître Ali Ouedraogo et Maître Zampaligré, qui représentaient aussi la défense, qui sont restés dans la salle. Mais qui ont été recusés immédiatement. Par la suite. Oui, d'accord. Alors, donc... Je voulais dire quelque chose par rapport au... Ça veut dire, encore une fois, dans une république, nous avons des règles et des lois. Ça veut dire que quand l'avocat, le juge, quand le tribunal rentre, pour délibérer, quand le tribunal rentre à son prétoire, il ne fait pas l'appel des avocats. Un avocat qui sort pour aller boire son café, mais le tribunal pense qu'il est allé boire un café, il va revenir. Donc si les avocats sont sortis, ils n'ont rien dit au tribunal. Mais le tribunal pense qu'ils sont allés aux toilettes et qu'ils vont revenir. Non, pour préciser... Non, c'est pour dire... Non, pour préciser cette partie-là, les avocats ont fait une requête qui était que, à défaut que le tribunal, le président accepte que le parquet donc cite les témoins, qu'il leur soit donné 2 mois pour que les avocats de la défense puissent citer à comparaître donc les différents témoins. Et c'est suite à ce refus-là, à cette requête, que les avocats se sont déportés. Je ne suis pas un homme de droit, mais j'aime lire le manuel de droit. Là où j'ai un problème, ça veut dire que les citations doivent être faites par la gendarmerie. Est-ce que moi, en tant que citoyen, je peux commettre la gendarmerie, aller appeler quelqu'un? Le procureur, c'est lui qui gère tout le monde avec la loi. Ça veut dire que c'est la loi qui peut dire à la gendarmerie, allez m'appeler telle personne pour telle personne. Les témoins. Les témoins. C'est le parquet. Etc. Bon, maintenant, je voudrais terminer sur un point. Ce que je n'ai pas compris, j'aurais pensé que le tribunal aurait pu dire aux avocats, les 2 mois que vous me demandez, c'est trop. Mais je vous accorde peut-être 1 semaine, 2 semaines, quitte à ce que les avocats disent non, ce n'est pas suffisant. Mais refuser totalement, là, moi, je n'ai pas très bien compris. Je donne un exemple encore là qui ajoute à la confusion. C'est que parmi les témoins cités de la défense, et par le général Guengel, vous avez le général Honoré qui était dans la salle. Bien sûr, il y avait jusqu'à 3 accusés. Qui sont là, mais attendez, moi, qui peut me dire que connaissant ce monsieur avec sa position dans l'armée, n'a pas quelque chose à dire pour la manifestation. Alors, alors, on va rester avec toi, Évariste. On reste avec toi, Évariste. On arrive à toi, Ali. Avec toi, Évariste. Il y a aussi cette lettre qui a fait beaucoup intoler suite à la décision ou à l'ordonnance ou à la lettre. Ils ont qualifié que c'était une lettre que la première présidente donc, de la Cour de cassation par rapport à la demande, la requête de récusation du président du tribunal. Là également, les avocats ont fait une lettre dans laquelle ils disent qu'il y a un abus. Ils ont raison et j'explique. J'ai parlé d'écueils. Il y a plusieurs écueils qu'on a observés, notamment même la perquisition sur le général sans sa présence, ni quelqu'un qui l'a mandaté. La perte de sa puce, il y a plein d'écueils, mais quand on écarte tout ça, et en fait la récusation c'est une procédure qui est adressée à la chambre criminelle de la Cour de cassation. Ça a été fait par les avocats. En lieu et place, on a été surpris de voir que c'est la présidente de la Cour de cassation qui répond par ordonnance, alors que normalement elle devait répondre, si on saisit une cour, enfin, la Chambre devait répondre par arrêt. Et là, c'est une ordonnance, c'est-à-dire que c'est les prérogatives de la présidente, c'est ce à quoi les avocats sont étonnés, et ce qui est normal, puisqu'ils n'ont pas, à leur connaissance, déposé une requête au niveau de la juridiction de la présidente de la Cour de cassation, mais au niveau de la Chambre criminelle. Donc vous voyez déjà tout ça, ça crée beaucoup de confusion. Ali ? Bon, moi Qui n'a pas intérêt à ce qu'il y ait la vérité dans ce procès? Ceux qui n'ont pas intérêt, moi je vais tourner, c'est ceux qui manipulent ce procès, qui gèrent ce procès. Il y a le ministre de la Justice qui n'a aucun intérêt à ce que le procès se passe. Les magistrats qui sont là-bas n'ont aucun intérêt. Probablement, et pas probablement, et très sûrement, le gouvernement n'a pas intérêt à ce que la manifestation de la vérité se fasse. Sinon, on aurait donné tous les moyens, pour qu'on puisse appeler tous. Par exemple, Consambo parlait tout à l'heure du général Honoré, mais il habite au Ouagadougou. On n'a pas besoin de beaucoup de choses pour qu'il comparaisse. On a parlé d'un certain nombre de notabilités qui sont à Ouagadougou. Donc si tous ces gens-là sont là et qu'on ne veut pas, les faire venir, c'est qu'on ne veut pas que la vérité soit connue. Puisqu'on veut qu'à la fin, on connaisse la vérité, qu'on condamne ces gens et qu'on passe maintenant à l'étape
finale qui est l'étape de la réconciliation nationale. D'accord. Donc si on est là, on ne veut pas, si on ne veut pas faire venir quelqu'un alors qu'on a les moyens de le faire venir, c'est qu'on ne veut pas entendre sa voix. André Djengoulou, en une seconde. Non, je pense qu'il y a deux questions qu'il faut se poser. Oui, d'accord. Qui n'a pas intérêt à ce que la vérité surgisse, mais qui a intérêt à ce que le procès aussi ne se tienne pas. D'accord. Et en ce moment-là, on peut trouver peut-être qu'il y a des gens qui ne veulent pas que la vérité ait lieu. Mais peut-être qu'il y a des gens aussi qui n'ont pas intérêt. Mais c'est du pareil au même. Non. C'est du pareil au même. D'accord. C'est du pareil au même. On va pas faire le jeu de mots. Parce que l'idée ici, ceux qui tiennent les c'est gens, que l'idée ici, c'est qu'aujourd'hui, Oui. autant les victimes que les accusés, on ne comprend plus parce que en même temps qu'on tient un procès, à l'intérieur, on a les acteurs donc de l'accusation qui ne jouent pas franc jeu, qui donnent l'impression de ne pas vouloir faire un procès équitable. Et donc, on a les incidents donc qui sont créés dus à cela par donc la défense. Donc finalement, on accuse tout le monde, on ne sait pas qui veut la vérité. Exact, qui veut la vérité. Bilgo va terminer sur cette question. Alors, est-ce que la liste qui est en cause ici, c'est la liste, les personnalités qui sont citées en témoin par le général Guingueri qui pose problème? Parce que rappelons qu'il y a le cardinal, il y a Monseigneur Paul, il y a l'ancien président Jean-Baptiste Ouedraogo, il y a la hiérarchie militaire dont certains sont aujourd'hui dans des consulats ou dans les ambassades, et il y a aussi le président du Faso pour terminer. Est-ce que c'est tout ça qui pose problème? Oui, bon, moi je ne dirais pas que ça pose problème. Je pense que c'est une question de procédure, mais rappelons que ces personnes-là quand même ont été au cœur des événements et ont aidé à ce que justement ces événements-là soient solutionnés. Donc ont certainement leur mot à dire, mais ils l'ont fait également devant témoins parce que les rencontres se faisaient toujours avec des personnes autour et je pense que leur avis pourrait peut-être aider justement à aller plus vite dans ce procès-là. Merci, on va arrêter ici. On va passer autre sujet. La parole. Non, c'est fini. Malheureusement, audience d'extradition, cette fois-ci, c'est l'affaire de l'assassinat de Norbert Zongo. Donc, l'audience d'extradition de François Compaoré, à la demande donc, de l'État burkinabé, s'est tenue le 27 mars, donc il n'y a pas longtemps, encore à Paris. Donc, l'audience s'est terminée par comme on dit techniquement, l'affaire a été tout simplement mise en délibéré pour le 3 juin prochain, 3 juin pour connaître. Mais alors, ce qu'on constate déjà dans cette affaire, Bilgo, on a l'impression que le dossier où en fait les moyens développés par l'État burkinabé sont quasiment des moyens pas suffisants. Selon les témoignages qu'on a eus, dans le dossier, il n'y a pratiquement pas d'éléments, il n'y a seulement que des lettres du gouvernement, si bien que de plus en plus, on a l'impression que le gouvernement n'a pas été suffisamment sérieux, disons l'État n'a pas été suffisamment sérieux dans la gestion de ce dossier. De procès en procès, vous comprenez, le procès de François Compaoré quand même qui tire vers sa première année depuis le début, de rebondissement à rebondissement. Ça, c'est juste un procès de demande d'extradition. Hein. Vous voyez, comparé à un procès de coup d'État manqué, etc., le temps que ça peut donner. Mais effectivement, sur ce qui s'est passé, on s'attendait justement à ce que la semaine dernière, il y ait une décision à Paris de soit renvoyer François Compaoré au Burkina pour qu'il puisse répondre devant la justice, ou soit de le libérer, de lui rendre ses documents de voyage pour qu'il puisse vaquer à ses occupations. Ce qui a été là, donné en spectacle, c'est justement les attentes de la justice française, des éléments nouveaux de la part du Burkina. 10 mois sont passés sans qu'il y ait peut-être d'éléments nouveaux pour permettre à la justice française de prendre une décision beaucoup plus éclairée. Et donc là, il y a un report jusqu'au 13 juin prochain pour pouvoir... C'est un délibéré, la décision sera donnée, ce n'est pas un report, il n'aura pas... Mis en délibéré, voilà. Oui, c'est ça. D'accord, alors, Ali, très rapidement, est-ce que François Compaoré, au regard de tout ce qui se passe, est-ce qu'on peut penser que François Compaoré, contrairement à l'État burkinabé, risque de gagner son... Bon, écoutez, je ne peux pas me prononcer s'il risque de gagner ou pas, mais ce qui est certain, parce que moi, ce que je vois, c'est l'État burkinabé qui poursuit François Compaoré par rapport à l'assassinat de Norbert Zongo. François Compaoré est arrêté à Paris parce qu'on voulait l'extrader vers le Burkina Faso. Il refuse de se faire extrader vers le Burkina Faso. Il donne un certain nombre d'éléments. On demande à l'État burkinabé d'envoyer les éléments pour permettre qu'on l'extrade
selon sa volonté. Effectivement, sur les éléments, les moyens développés par les avocats de François Compaoré, figure la peine capitale qui est encore dans notre oui, il y a la peine capitale dans notre pays, et la peine capitale n'existe pas en France, et la France, selon les règles, n'extrade pas les gens vers les pays où la peine capitale est pratiquée. Mais ceci étant, moi je ne suis pas encore à ce niveau. Je suis au niveau où c'est une affaire qui dure depuis longtemps. Le président de la transition, Michel Kafando, a dit que par le fait du prince, il réouvrait les dossiers. Ce qui a été fait. Après 10 mois sur ce dossier de la demande d'extradition, notre pays n'a pas encore réussi à fournir des éléments solides pour permettre à la justice française de décider. Il y a eu des éléments peut-être. Oui, j'ai dit des éléments. Des lettres, oui, mais c'est des lettres sur l'honneur. Je voulais vous dire quelque chose. La justice, ce n'est pas des évidences. Hein. La justice ne fonctionne pas sur des évidences. La justice fonctionne avec des éléments palpables, concrets. Et jusqu'à présent, c'est des discours que l'État burkinabé donne sans donner d'éléments pour qu'on puisse juger cette affaire-là de façon sereine. C'est pour dire tout simplement, pour revenir encore, qui a intérêt, qui n'a pas intérêt. Encore une fois, l'État burkinabé n'a pas intérêt parce qu'en réalité, il n'y a pas grand-chose, certainement, contre ce monsieur. Sinon, après 10 mois, on aurait fourni ces choses-là et qu'on serait sorti de cette affaire tranquillement. André Genguiboudou, nous sommes dans un pays où les gars sont tatillons sur le droit. On ne peut pas leur donner des instructions. C'est vrai que le Burkina a ouvert le dossier par le fait du prince. Mais vous ne pouvez pas dire à la justice française, par le fait du prince, renvoyez-moi celui que nous accusons. Macron avait promis ici que... Macron, quoi que l'on puisse dire de la France, ce n'est pas une république bananière où le président peut donner des instructions à un juge. La preuve, c'est qu'il y a un ancien président même que les juges veulent coincer, qu'ils veulent envoyer en tôle. Ici, vous ne pouvez pas imaginer que cela va se passer. Ce que je voulais dire, c'est que le Burkina a réouvert le dossier. On demande d'extrader quelqu'un qui est mis en cause. La France vous demande, vous l'accusez de quoi? Donnez-nous les preuves de son accusation. Première chose, 10 mois se sont passés. Malheureusement, nous n'avons pas encore réussi à donner ces papiers-là qui disent voilà ce qu'on lui reproche clairement. La France dit, moi je n'extrade pas quelqu'un dans un pays où il risque la peine de mort. Ce que nous sommes en train de discuter ici, on va abolir la peine de mort, c'est en voilà. Mais ce n'est pas encore fait. La preuve, c'est qu'il vous dit, il y a 2 semaines, Mais le Burkina a apporté un document dans lequel il s'engage. Oui, ben il y a 2 mois, on a condamné quelqu'un un engagement. À ce que c'est en fait, son arsenal juridique expurge la peine de mort. Un engagement. Est-ce que l'engagement vaut loi devant la France? Non. Si c'était dans la Constitution, si le Burkina a intérêt, si le Burkina veut éliminer ce problème-là, il faut qu'on adopte la Constitution peut-être après demain matin, où on expurge le fait. D'accord. Sinon, je voulais terminer pour dire, si nous voulons gagner devant la loi, il faut que tout ce que nous faisons soit consistant devant la loi. Merci. Il y a 3 choses. Très rapidement. 3 choses qui ont justifié ce rabattu, parce qu'ils ont rabattu, pour demander la production des pièces qui donnent des nouvelles preuves. Et ensuite de suite, pour avoir la qualité des personnes qui promettent, donc on ne va pas appliquer la peine de mort. Et un point aussi qui passe à notre même pas, ils veulent avoir la situation de renouvellement de la convention juridique entre le Burkina et la France. Voilà, ça c'est tellement qu'il y a des liens, sinon ils n'auraient pas demandé. Maintenant, dans le cas d'espèce, vous savez, donc les 2 éléments, c'est quoi? Il faut de nouvelles preuves. Vous avez parlé du fait de prince, c'est bien. Mais en droit, le dossier a eu un non-lieu. On se rappelle bien. Le principal témoin s'étant rétracté, donc les juges avaient posé un non-lieu. Et il y a le rapport de la commission d'enquête indépendante qui n'avait pas du tout orienté les pistes vers, qui n'avait carrément pas indexé donc, M. Compaoré. Donc, la justice dit qu'il y a des règles en droit pour réouvrir un dossier, il faut des preuves. C'est ces preuves-là qui ont été évoquées pendant l'insurrection et que la justice française apparemment attend. D'accord. Voilà. Donc, c'est clair, c'est aussi clair. Donc, ok, merci. On va donc terminer ce plateau avec l'international, c'est la Libye. La Libye où, contre toute logique, hein, parce que la guerre en Libye, on a dit, c'est contre la famille Kadhafi, c'est contre une tyrannie, c'est contre une monarchie. Et voilà,
guerre après, on retrouve la candidature de Saïf Kadhafi pour briguer la magistrature suprême en Libye. Est-ce que Saïf Kadhafi passe pour être finalement la solution à ceux qui avaient fait cette guerre-là pour pouvoir rétablir la Libye dans sa stabilité et dans la paix? Bilgo. Oui, en fait, en réalité, vu cette candidature, on peut dire que Saïf peut être la solution pour résoudre ce chaos. On peut aussi dire que vu ce que la Libye a subi depuis la chute de Kadhafi, on cherche vainement à l'international que quelqu'un enfin s'impose et qu'il prenne les rênes de ce pays pour non seulement aider à juguler ou à stopper l'immigration clandestine qui passe par la Libye, la circulation des armes qui devient à ciel ouvert un comptoir international des ventes d'armes, la Libye, et aussi la drogue qui passe par la Libye. Donc aujourd'hui, je peux dire que le monde occidental espère que on pourrait même imaginer que c'est le foyer, si on veut, du terrorisme sahélien, parce que tout vient de là-bas. Tout à fait. Et donc, on peut même maintenant dire, si on veut pousser un peu nos idées vers la théorie de la conspiration, etc., que peut-être que Saïf a eu le sursis, en tout cas du monde occidental, et que peut-être c'est lui qui sera érigé pour justement permettre de juguler. André Génil Boudou, est-ce que en propulsant aujourd'hui Saïf Kadhafi comme le remplaçant peut-être de son père, est-ce que ça veut dire que ceux qui ont fait cette guerre sont face à une impuissance, tout simplement aux réalités de la Libye, qui peut-être n'attend pas autre chose que Kadhafi, un des Kadhafi également? Mais d'abord, je ne suis pas sûr que ce soit l'Occident ou bien l'Occident qui ait propulsé Kadhafi. Il est propulsé par les siens. Ça veut dire que ce sont les gens de sa tribu qui le proposent avec les gens qui sont à côté de lui. Mais vous savez ce qui est arrivé à Kadhafi, père? Je pense que aujourd'hui, la plupart des Africains pensent que, avec ce qui se révèle avec Sarkozy, qu'on a fait, en fait, il y a des choses qui ne sont pas très catholiques que l'on a fait avec Sarkozy en voulant cacher quelque chose. Donc, si le fils revient, peut-être que ça va être une revanche du père posthume sur ce qu'on lui a fait faire. Cela dit, si c'est la personne qui peut freiner toute... nous sommes sur un plateau, on ne peut pas être dégueulasse, avec tout ce qu'on nous a foutu. Excusez-moi, téléspectateurs, donnez-moi le terme. Avec toute la merde qu'on nous a foutu en Afrique, si le fils peut revenir et qu'on puisse nettoyer cette merde. Mais en même temps, est-ce que ça ne voudrait pas dire que c'est l'échec de ceux qui ont fait cette guerre contre Kadhafi? Écoutez, à arrêter derrière cette guerre, il n'y avait rien de sérieux. Il y avait que peut-être de la vengeance, d'autres raisons qui sont loin de ce qui a été avancé publiquement. On ne peut pas souhaiter mieux que la revanche soit prise. On ne peut pas souhaiter mieux que la revanche soit prise. On est venu nous mettre dans un merdier, je m'excuse encore une fois du terme, mais si quelqu'un peut nous aider à nettoyer ça, que la personne est la bienvenue. Il faut aussi dire qu'il faut que certaines puissances à l'international arrêtent l'interventionnisme. Dans toute l'histoire de l'humanité, partout où il y a eu une intervention étrangère dans un pays, c'est le chaos. C'est l'exemple de la Syrie, de l'Irak, etc. Alors, Évariste Monsebo, je pense que les gens oublient l'histoire, parce que Kadhafi, qu'est-ce qui a fait la renommée de Kadhafi? C'est le fait d'avoir réuni toutes les tribus et de nationaliser le pétrole. Ouais. C'est ça. Maintenant, il a fédéré beaucoup de gens autour de lui. C'est vrai que vous avez utilisé le mot, mais la Libye actuellement est devenue un supermarché à ciel ouvert des armes. Voilà. Donc, on voit les conséquences, même, y compris même dans notre pays. Oui. Rien ne peut nous dire que les armes avec lesquelles les terroristes viennent nous attaquer ne viennent pas de là-bas. Donc, tout le monde gagnerait à ce qu'on remette de l'ordre dans ce milieu-là. Mais maintenant, comment on fait? Ça va être toute la question. Parce que c'est un pays divisé. Vous avez un gouvernement dit d'union qui se trouve à Tripoli. Et à l'est, vous avez une rébellion armée qui se trouve. Si ce monsieur-là peut faire fédérer toutes ces entités-là, de sorte, mais on n'arrivera jamais à retrouver la Libye d'antan, mais peut-être avec le temps. Ali? Bon, écoutez, vous savez... Est-ce que le Saïf est l'homme de la situation? Bon, ce qui est certain, les Libyens ont besoin de quelqu'un. Si je dis qu'il est l'homme de la situation, on va me dire encore que je suis encore l'adepte de l'homme fort, qui a coûté cher à Blaise Compaoré. Bon, mais vu la situation, si Saïf al-Islam, le fils de Kadhafi, est candidat, et que si les Libyens y voient la personne pour fédérer
pour réconcilier le pays, pour remettre la Libye sur orbite, que la volonté d'Allah soit faite. Donc Saïf al-Islam, aujourd'hui, qui connaît beaucoup de choses, on remarque que depuis qu'il se remet en selle, beaucoup de choses se passent du côté de la France, notamment du côté oui, justement, est-ce Sarkozy. qu'il y a un rapport très rapidement? Non, on peut voir un rapport, un lien entre les affaires de Sarkozy, les affaires judiciaires de Sarkozy. Je ne fais pas de lien, je fais un constat. Apparition de Saïf en première... Je ne fais pas de lien, je fais des constats. Je sais que Saïf al-Islam faisait partie, c'est son père, Kadhafi, mais il faisait partie de tous ceux qui gouvernaient le pays. Quand j'ai fait quelques voyages en Libye, je l'ai vu. Il faisait partie de tous ceux qui étaient autour du père et qui gouvernaient le pays. Il était donc dans les secrets du pays. Il savait tout ce que le peuple a fait. Donc, s'il dit quelque chose, puisqu'on parle du financement de la campagne de Kadhafi, et quand Saïf dit que la Libye a financé la campagne de Kadhafi, de Sarkozy. Pardon, on ne peut pas, on fait attention. D'accord. On ne peut pas dire que c'est vrai, mais on ne peut pas non plus dire du coup que c'est faux. Parce que ce n'est pas n'importe qui parle. Bilgo, est-ce qu'on peut faire un lien entre l'apparition de Saïf, les prétentions de Saïf et ce qui arrive à Sarkozy? C'est possible parce que n'oubliez pas que Sarkozy a été... il a démontré en tout cas sa volonté de revenir au pouvoir. Il a été dans les primaires à droite, il a été battu. Mais il a pris sa retraite, il a décidé de quitter. Il avait déjà pris sa retraite avant les primaires aussi. Il l'avait dit. Sarkozy, ce n'est pas un homme de parole. Ce qu'il dit et ce qu'il fait, c'est le ciel et la terre. Donc on peut voir bien un rapport entre ce qui se passe en Libye, c'est-à-dire la résurrection de Kadhafi fils, et surtout l'hypermédiatisation qu'il y a autour de ce retour-là, y compris dans les médias du monde occidental, que ce soit dans les médias de l'Afrique. Alors, est-ce que ça voudrait dire donc que s'il y a un lien, on suppose, Kadhafi, laisser Sarkozy toujours en paix, il pourrait mettre du sable dans la machine de Saïf al-Islam quelque part? Est-ce que ça pourrait être cela? Ça pourrait aussi être qui peut gêner Macron. Voilà. Et du coup, Macron, il neutralise un candidat potentiel. Pourquoi pas? Non, il faut sacrifier Sarkozy pour que Saïf al-Islam puisse reprendre les affaires. Surtout qu'on dit que Sarkozy semble être en fait le revanchard qui a détruit la Libye pour ses égaux. Non, moi je n'analysais pas ça dans ce sens-là. Moi j'analysais ça dans le sens où il y a quelqu'un qui doit arriver et qui connaît des choses et qui veut être président de son pays et qui se présente. Mais tous ceux qui ont fait pipi dans leur caleçon, ils n'ont qu'à se serrer les fesses parce qu'il arrive. D'accord. Moi, je ne dirais pas qu'il faut sacrifier Sarkozy. Il faut redonner un parfum de bonne odeur à Saïf. Merci à vous. On a fini. Il faut redorer aussi. Il faut dire qu'il est poursuivi par la Cour pénale internationale aussi. Ouais, mais il faut redorer aussi le blason de Kadhafi, qui est quand même un grand panafricain, qui a beaucoup fait pour tous les pays africains. Merci. Et ce serait une façon de dire aux Africains de laisser un peu leur lâcheté. Mais ils étaient serait très bien. Merci à vous donc d'être venu sur ce plateau. Merci Ali d'être venu sur ce plateau, partager avec nous vos analyses et vos avis sur les différents sujets qui ont été, en tout cas, les sujets marquants de la semaine au plan national et international. Donc, j'étais avec j'étais plutôt avec Évariste Konsebo, qui est chroniqueur média, directeur de publication du journal Le Cercle d'éveil, qui est un journal appartenant à l'association Le Cercle d'éveil dont il est le président, Association de défense des droits de l'homme. Merci Évariste d'être venu sur ce plateau. André-Eugène Ilboudo, directeur donc, de la radio des écoles. Merci André-Eugène Ilboudo d'être venu sur ce plateau. Et puis Mamadou Ali Kompaoré, journaliste à la RTV Télévision Nationale, ancien présentateur du journal. Merci d'être venu sur ce plateau. Et puis Lionel Bilgo, il est directeur de publication de l'analyse, l'analyse qui a fait un focus sur les fonds communs. Peut-être qu'on aura l'occasion de parler avec cette grève qui s'annonce, des 4 et 5 des financiers. Alors, il est également directeur Afrique de Téménis Ménia, qui est une maison d'édition, donc qui édite d'ailleurs l'analyse. Merci à vous d'être venu sur ce plateau. On donne rendez-vous à nos téléspectateurs et téléspectatrices ici et bien sûr dans la diaspora, partout ailleurs. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, si Dieu le veut.